Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour la première vidéo de notre chapitre 4. Donc après avoir au chapitre 3 fait un rappel sur la mémoire et les processus, nous allons aborder l'entrée dans le langage à travers les types, les opérateurs et les expressions. C'est l'occasion de poser la base du langage en balayant les outils de syntaxe qui sont à notre disposition, ainsi que les outils qui nous permettront toute une multitude d'opérations et d'instructions. À travers cette première vidéo du chapitre 4, commençons par les types et les opérateurs arithmétiques. Nous allons aborder ce cours en posant la notion de type. Ensuite, nous allons observer quels sont les types de base et nous allons regarder comment utiliser ces types à travers leur initialisation et l'utilisation d'opérateurs arithmétiques. La notion de type. Le langage C est en fait un langage typé, c'est-à-dire qu'il va permettre de déclarer des variables typées. Il existe plusieurs types. Les types scalaires, ou les types simples, ou les types de base, et les types structurés ou agrégés qui vont contenir des types scalaires notamment. Ainsi, les types structurés sont plus élaborés. Mais tous les types sont construits à partir des types de base, qui sont les types que l'on nomme scalaires. Alors ceci sert notamment à représenter une information grâce au type. Effectivement, lorsqu'on déclare une variable qui est donc typée, en fonction du type, on va réserver ou coder un certain nombre d'octets pour définir ce type. Et donc, on a une représentation de la variable et de l'information. Les types de base sont le type entier, qui est déclaré avec le mot-clé int, le type flottant, qui lui est déclaré avec le mot-clé float, et le type caractère, qui est déclaré avec le mot-clé char. Commençons avec le type entier, avec les types entiers. Pour déclarer un entier, on va utiliser le mot-clé int. Mais qu'est-ce qu'un entier? Quelles sont les variantes des entiers? L'entier peut être un entier relatif sur n-1 bits, et un bit sera utilisé pour le signe. On peut avoir trois tailles différentes d'entiers, avec des mots-clés supplémentaires qui vont nous permettre de préciser le type. Lorsque l'on définit un type sans cette précision, on va définir une taille de bits, une taille d'octet définitif. Alors cette taille va dépendre des machines. On peut aussi nuancer, à savoir si l'entier est positif strictement ou peut-être négatif, donc signé, grâce au mot-clé unsigned. Donc on pourra écrire, par exemple, une déclaration de type unsigned, voilà, short, pour déclarer un entier court non signé, avec sa variable i égale 16, par exemple. Justement, un exemple, sur un PC à processeur 32 bits, les short int et les int occupent 16 bits, soit 2 octets, et les long int occupent 32 bits, soit 4 octets. Et donc, à titre d'exemple, pour définir un entier sur un processeur 32 bits qui occupera donc 16 bits, donc 2 octets, on aura une représentation des entiers négatifs sur 15 bits, ce qui nous permettra donc de définir ici, avec le signe, tous les entiers de 0 jusqu'à 32 767, et ensuite de moins 32 768 jusqu'à 0 avec l'autre bit de signe. Effectivement, 2 puissance 15 est égal à 32 768. Et enfin, si on n'utilise pas le bit de signe, et donc on est en unsigned int, on va utiliser tous les bits pour valoriser chacun des entiers, et on aura une amplitude de 0 jusqu'à 65 535, puisque 2 puissance 16 est égal à 65 536. Enfin, pour introduire une constante entière, il suffit de l'écrire, c'est-à-dire que lorsqu'on définit un entier, il y a une conversion implicite qui permet de réserver un espace correspondant à un int dans la mémoire. Les types flottants sont un type un peu particulier. On parle de type flottant parce qu'on a une représentation à virgule flottante, qui a été un choix retenu et normalisé
de par les précédentes méthodes qui étaient notamment la représentation à virgule fixe. Et donc, il est intéressant de regarder ce que la représentation à virgule fixe offrait comme possibilité et en quoi c'était justement un problème. On va partir d'un exemple. Si on prend le chiffre 28,247, on arrive en fait à une représentation à virgule fixe sur 16 bits par exemple, qui va correspondre à ce type de représentation. Et donc ici, on va avoir une représentation de la partie entière et ici de la partie décimale. Ici 28 c'est égal à 16 plus 4 plus 8 que l'on peut représenter ici. Ici on va avoir 2 puissance 4 qui vaut 16, 2 puissance 3 qui vaut 8 et 2 puissance 2 qui vaut 4. Donc on a une représentation binaire en 1, 1, 1. Ensuite, pour la partie fractionnaire, si on imagine une virgule dans une représentation à 16 bits avec une virgule fixe qui répartit 8 bits de chacun des côtés de la virgule, on va avoir à droite de la virgule des puissances négatives qui permettent de représenter la partie fractionnaire. Pour retrouver ici la valeur des bits, de chacun des bits, à savoir si c'est 0 et 1, on a une méthode. Cette méthode, elle consiste à reprendre la partie fractionnaire ici, par exemple 0,247, en la multipliant par 2 et à regarder si on dépasse 1. Si on dépasse 1, alors on va retenir ici le bit, et si on ne dépasse pas 1, on ne retient pas le bit. Ensuite, on va lire dans ce sens-là la représentation de la partie fractionnaire. On peut dire quelques mots sur cet algorithme. Le fait de dépasser 1, ça veut dire qu'on est supérieur à 0,5. 0,5, c'est égal justement à 1,5, donc c'est égal à 1 sur 2 puissance 1. 1 sur 2 puissance 1, c'est égal à ni plus ni moins que 2 puissance moins 1. Et donc, activer ici de 2 puissance moins 1 à 1 veut dire que déjà on a un chiffre supérieur à 0,5, ce qui n'est pas le cas, donc on ne l'active pas. Ensuite, on va reprendre la partie fractionnaire à chaque fois, ici, pour pouvoir revenir sur la présence ou pas de chacun des bits de la partie fractionnaire. On arrive ainsi à une représentation de 28,247 comme étant 11100 pour 28 et virgule 00111 si on a une précision ici à 5 bits, mais on peut continuer. Alors cette représentation, bien que normalisée, a déjà été utilisée, mais elle présente certains inconvénients, c'est que si on a des parties fractionnaires qui sont complexes et qui sont longues, étant donné que la virgule est fixe, ici, on peut ne pas avoir assez de bits pour la représenter, étant donné qu'on ne pourra pas bouger l'emplacement de la virgule, alors que sur la partie décimale, on pourrait avoir tout à fait de la place. On pourrait imaginer, par exemple, sur 28,247 452, par exemple, 28,247 452 809. Imaginez que, en fait, ici sur 8 bits, on n'utilise que 5. Donc ici, 1, 1, 1, 0, 0. Et qu'on puisse récupérer les 3 bits ici qui auraient été utilisés en virgule fixe ici pour la partie fractionnaire, pour avoir éventuellement plus de précision par rapport à cette partie fractionnaire un peu complexe ou un peu longue. Et c'est justement pour pallier à ce manquement que la représentation en virgule flottante existe. La représentation en virgule flottante va se baser sur une notation exponentielle de type m multiplié par b qui est la base fois e. Donc en fait, on va détailler cette représentation. M est la mantis, E est l'exposant et B est la base en l'occurrence. Alors, ici on a un exemple. Avant de parler de cet exemple,
On va notamment ici détailler cette représentation. La représentation sur 30 bits est une des représentations normalisées qui peut être de type simple ou double. Sur la simple, on va être à 32 bits. Sur la double, par exemple, on va être à 64 bits. On a une représentation plus large, ici, qui va être à 168 bits. Alors, sur ces 32 bits, ici, en représentation simple, on va systématiquement réserver un bit pour le signe. Ensuite, on va réserver, suivant la normalisation, un certain nombre de bits pour l'exposant et un autre pour la mantis, ici. Alors, qu'est-ce que l'exposant, qu'est-ce que la mantis? Et surtout, en quoi consiste cette normalisation? Si on part de notre exemple ici avec moins 6,625, on a moins 6,625. Hormis le bit qui va permettre de définir le signe, on peut déjà considérer ce nombre-là en valeur absolue. Alors, si on considère la représentation virgule fixe, on peut coder sans que ce soit normalisé, donc sans définir un certain nombre de bits, à partir d'une virgule, ce qu'il y a à gauche pour la partie entière et ce qu'il y a à droite pour la partie fractionnaire. On a un 6, donc ici 2 plus 4, ça fait 6, donc on est à 1, 1, 0 pour la partie entière, et on a 625, il se trouve que 625 c'est égal à 0,5 plus 0,125, évidemment j'ai pris un exemple intuitif, donc c'est égal à 1 demi plus 1 huitième. Donc 1 demi, c'est juste après la virgule, donc c'est le 1 sur 2, plus 1 sur 4, plus 1 sur 8. Ici, j'ai besoin du 1 demi, je n'ai pas besoin du 1 quart, et j'ai besoin du 1 huitième. Et je peux continuer, etc. Donc là, on va voir 625 qui va s'écrire 110,1010. Voilà. Maintenant, pour avoir une représentation de type mantis multiplié par la base fois l'exposant, on doit normaliser la mantis pour que la représentation soit sans équivoque d'une architecture à une autre. Ici, la normalisation va consister justement à déplacer la virgule de manière à avoir une mantis égale à 1. Et ensuite, on ne va pas représenter la mantis puisque le 1 va être implicite, car il est défini par la norme. Donc pour passer de 110,1010, je vais déplacer la virgule qui était là, ici. Donc je vais la déplacer de 2 rangs vers la gauche. Donc pour rectifier, je vais élever la base à la puissance 2, de manière équivalente à ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire la notation scientifique en base 10. C'est exactement le même principe, sauf que l'on n'est pas en base 10, mais en base 2. Ensuite, par rapport à la normalisation, je vais étendre ce chiffre-là concernant la mantis, puisque là, il est question de la mantis, sur 23 bits. Parce que la norme va définir ici l'exposant sur 8 bits, plus un bit de signe, ça fait 9. 32 moins 9, ça fait 23, donc on a 23 bits pour la mantis. Maintenant, l'exposant étant sur 8 bits, on a une représentation de l'exposant suivant une formule. Cette formule, c'est que l'exposant va être égal au décalage, donc le décalage ici, c'est 2, plus une base. Et cette base-là, elle dépend du nombre de bits réservés pour pouvoir représenter l'exposant. Ici, elle vaut 127. Alors, cette formule mérite un éclaircissement. Il serait intéressant d'ouvrir une parenthèse pour comprendre cette formule-là. Prenons donc le temps de définir cette formule. Donc on recherche un exposant qui sera codé sur n bits. Cet exposant-là, il est égal à un décalage algébrique de la virgule plus un décalage que l'on recherche, justement. Ensuite, E, si on regarde E qui est codé sur n bits, va avoir pour valeur minimale 0 et pour valeur maximale
2 puissance n moins 1. Exemple sur 4 bits. On va aller de 0 à 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 15. Et 15 c'est bien égal à 2 puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 16 moins 1. Alors, ce que nous recherchons, puisqu'on sait que l'exposant est codé sur n bits, on connaît le décalage algébrique du déplacement de la virgule pour obtenir une notation avec une mantise normée. Ce qu'on recherche ici, c'est b. Ceci étant, la valeur de d que l'on connaît va pouvoir osciller entre deux valeurs. D va valoir moins b pour justement E qui vaut 0, et D max va valoir 2 puissance n moins 1 moins B, parce que D est égal à E moins B. Donc D vaut bien moins B quand E vaut 0, et D vaut bien 2 puissance n moins 1 moins B quand E vaut 2 puissance n moins 1. Ainsi, ce décalage algébrique que l'on connaît, puisqu'on le pratique pour normer la représentation en virgule flottante, va pouvoir être centré. En écrivant dmin est égal à moins dmax moins 1, chose que l'on fait pour les entiers signés, et donc que moins b est égal à moins dmax qui vaut 2 puissance n moins 1 moins b moins 1. Ainsi, on va pouvoir écrire que moins b plus b, donc je passe de l'autre côté, moins b moins 2b, est égal à moins 2 puissance n plus 1 plus 1. C'est-à-dire que b, en définitif, est égal à 2 puissance n moins 1 moins 1. Et donc voilà ce qui nous intéresse. Ainsi, pour revenir à notre calcul et à notre exemple, on a notre base ici, qui est ici égale à 2, et on a notre décalage qui vaut 127. En fait, on a une représentation de l'exposant sur 8 bits, et donc le décalage vaudra, lui, 2 puissance 8 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 7 moins 1, ce qui fait 127. Et donc, on a un exposant qui sera égal à 2 plus 127, soit 129. La représentation en binaire est 129, elle est ici. On la retrouve justement ici. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. La mantis est représentée en vert, elle a été normée sur 23 bits. Et donc là, on a la représentation de moins, avec le bit de signe ici, 6,625, car moins 6,625 a été représenté par une notation exponentielle de type mantis multipliée par base avec base à l'exposant E. Et c'est cette représentation en virgule flottante que nous avons représentée sur 32 bits. Nous abordons maintenant un troisième type qui est le type caractère. Les caractères sont codés sur un octet. Ils sont représentés par les codes ASCII. Les codes ASCII font correspondre sur un octet un caractère à une valeur de 0 jusqu'à 255. La représentation d'un caractère est tout le temps entre apostrophes, ce qui veut dire que si on déclare un caractère, char P qui vaut A, on le notera comme ça. On a la possibilité de définir des caractères d'échappement significatifs grâce à l'anti-slash. Par exemple, l'anti-slash T pourra représenter une tabulation. Et enfin, on a une multiple représentation de ces mêmes caractères. On peut donc représenter entre cotes le A, mais ce A aura une valeur de 65 sur la table ASCII, et on peut décider de représenter le A avec sa valeur ASCII ou avec sa valeur hexadécimale, ici A ou 41. Et enfin, voici un extrait de la table ASCII. On voit que le point d'exclamation est représenté par le code décimal 33 et le A majuscule est représenté par le code décimal 60. Avant de passer à l'utilisation des types que l'on vient de voir,
on va déjà les utiliser. Donc, j'ai utilisé le mot-clé int ici et les autres mots-clés qui permettent de définir à la fois si la variable est signée ou pas grâce au unsigned et si elle est courte ou longue. Ainsi, ce printf va nous permettre d'afficher, grâce à l'opérateur sizeof, la taille en octets que va prendre ces variables. Ensuite, j'ai défini un caractère par une déclaration simple de type char-c et je lui ai affecté la valeur d'un caractère entre côtes. Mais comme on l'a vu dans la table ASCII, ce caractère entre côtes a un équivalent en hexadécimal mais aussi en décimal. Ainsi, sans mettre d'entrecôte ici, je peux définir un caractère avec ces valeurs équivalentes, à condition de vouloir les afficher avec le bon format, c'est-à-dire %c pour la fonction printf. Ainsi, ici, je décide d'afficher le caractère au format caractère à partir de la valeur définie en cote du caractère A, ou à partir de la valeur en hexadécimal, ou à partir de la valeur en décimale. Et voilà ce qu'on a après exécution. On va recompiler, on va exécuter. Pour la première partie de la définition, on voit que les int occupent des tailles de 4, 4, 2 et 4. Donc 4 et 4, ce sont les int. Dès lors que je précise le short, la taille du short int sur un processeur 64 bits, ici en l'occurrence, va être de 2 octets. Le long int et le int, ainsi que le signed int, va être de 4 octets. La précision signed-unsigned n'influe pas sur la taille, tandis que la précision long-short influera sur la taille en octets de la variable typée. Ensuite, on a bien un affichage du caractère voulu, que ce caractère eût été appelé à partir de la variable caractère, définie en entrecôte, ou à partir de ses équivalents hexadécimaux et décimaux de la table ASCII. Enfin, concernant les types flottants, on peut montrer la déclaration du type flottant via float ou via double suivant la précision. Pour déclarer une variable à virgule flottante, on utilisera float, float f est égal à 6,625, ou double d est égal à 13,6325. Suivant que l'on utilise float ou double, la précision n'est pas la même. Pour le float, on aura une précision ici à 32 bits que l'on va afficher, et ici on aura une précision à 64 bits, c'est-à-dire 8 octets. Concernant l'affichage avec la fonction printf, on va utiliser le format %f pour la simple précision et %lf pour la double précision. Donc voilà les affichages. On arrive à afficher la variable, on peut préciser le nombre de décimales après la virgule, et la taille de la variable typée flottante est de 4 lorsqu'elle est déclarée avec le mot-clé float, tandis que la taille de la variable typée flottante avec le mot-clé double est de 8 octets. On peut aborder maintenant l'aspect initialisation des types et aussi les constantes. Alors, on a déjà vu les initialisations dans les exemples de code précédents. Les initialisations vont consister à déclarer une variable avec un type précis, que ce soit int, char ou float. On pourra utiliser des mots-clés supplémentaires tels que signed ou unsigned, et on pourra aussi préciser la longueur avec un short ou un long. Short et long sont disponibles pour int, alors que pour changer de précision en float, il suffira de changer de mot-clé et passer à double. Exemple, pour déclarer une variable initialisée à 15, on peut le faire lors de la déclaration et l'initialisation se fera par la suite. Int n égale à 15. Un nouveau mot-clé, très important, est le mot-clé const. On peut utiliser ce mot-clé avec l'indicateur de type de la manière suivante, const int p égale à 20, et donc on précisera que la variable p ne subira pas de modification. Ainsi, toute modification postérieure à cette déclaration sera rejetée par le compilateur. On aura une erreur à la compilation et non à l'exécution. Alors, une variable de type const ne peut pas intervenir dans les expressions constantes.
notamment lors de la déclaration des tableaux. Nous n'avons pas encore vu les tableaux, mais en C, les tableaux doivent être déclarés avec une taille fixe. Ici, on doit avoir une constante. Et cette constante ne peut pas être issue d'une déclaration avec un const, mais plutôt avec un DiESDefine. Et donc la déclaration en const est différente de la déclaration par macro DiESDefine, qui est une variable détectée par le préprocesseur en avance de phase. Les opérateurs arithmétiques disponibles sont les opérateurs classiques, binaires, à deux opérants. L'opérande unaire pour désigner un nombre négatif existe. Entre deux opérandes de même type, on a une conversion implicite qui est gérée par le compilateur, c'est important de le voir, on va le voir en démo. Et on a aussi un opérateur de modulo qui peut calculer le reste de la division euclidienne. Par exemple, 11 modulo 4 sera égal à 3, étant donné que 3 est le reste de la division euclidienne de 11 par 4. Notamment concernant la conversion implicite, ici 5 et 2 sont convertis implicitement en int, et le résultat sera stocké dans un int. Donc le résultat sera converti en un entier. Et on peut avoir un calcul tel que 5 divisé par 2 est égal à 2. Alors que si on force une conversion implicite vers le type voulu, en écrivant non pas 5 mais 5,0 divisé par 2,0, 5,0 sera converti implicitement en float et on aura bien 5,0 divisé par 2,0 qui vaudra 2,5. Concernant ces opérateurs, il y a des propriétés relatives. On a les règles naturelles de propriété qui se retrouvent. L'opérateur unaire est prioritaire. Ainsi, si on écrit moins 4 plus 2, on aura d'abord le calcul de moins 4, et ensuite on ajoutera 2. Et non pas 4 plus 2, qui fait 6, et ensuite un moins devant. Et concernant les priorités dans les calculs, on a la priorité qui va respecter cette séquence, et il existe une associativité de gauche à droite. C'est-à-dire que si on a un opérateur qu'on va appeler OP, A, opérateur B, opérateur C, sera exécuté de cette manière. A, opérateur B, et ensuite opérateur C. C'est l'associativité de gauche à droite. Avant de conclure, on va observer directement ceci sur le code. Ainsi, on peut représenter la conversion implicite à l'aide des calculs supplémentaires qui sont réalisés ici. Alors, on déclare R1 et R2 et on leur affecte une valeur. Suivant que cette valeur utilise des ints ou force la conversion implicite en déclarant non pas des ints mais des nombres à virgule, on va avoir un résultat différent. En effet, ici R1 vaut 1, alors que R2 vaut 1,33. En effet, ici on a 4 tiers, et ici on a aussi 4 tiers, donc le vrai résultat est 1,33, alors que 2, 2 et 3 sont des ints. Ces chiffres-là sont stockés dans des variables de type int en conversion implicite, et le résultat est stocké dans un int en conversion implicite. Ainsi, R1 reçoit un int. Si on avait voulu rester avec cette notation, il aurait fallu faire ce qu'on appelle un cast, c'est-à-dire une conversion forcée, vers le type float. Et on aurait pu non pas avoir ici 1, qui est l'affichage de R1, mais 1,33. Et donc R2 est bien égal à 1,33 ici. Ainsi, on va recompiler pour voir si on obtient 1,33 pour R1. Avant de recompiler, observons R3. R3 est égal à 2,0 divisé par 2,0 fois 3,0. Ce qui va être fait au début va être la division, puisqu'on est sur l'utilisation naturelle des opérateurs. Et on a bien 3 qui correspond à 2 divisé par 2 qui vaut 1 multiplié par 3. Regardons ce que donne le résultat de R1 après compilation. Et donc on a bien R1 est égal à 1,33 en utilisant des variables de type int, mais ceci grâce à un cast pour forcer la conversion implicite vers le type float.
Nous avons donc couvert à travers cette vidéo la notion de type. Nous avons parcouru les 3 types scalaires, les types de base en langage C, qui sont le type entier, int, le type flottant et le type caractère. Nous avons insisté dans cette vidéo sur le type flottant en précisant qu'en langage C, on utilise la représentation virgule flottante de type mantis multiplié par base à l'exposant E, et que suivant la précision, 32 bits, 64 bits ou 128 bits, c'est-à-dire flotte, double ou large, on a une représentation de l'exposant et de la mantis codée sur un certain nombre de bits. Enfin, on a fini par parcourir les opérateurs arithmétiques et leurs propriétés de base, et on a insisté sur la notion de conversion implicite. Ainsi, nous pouvons continuer sur la prochaine vidéo. Merci.